Bonsoir Chloé, merci d'être présente. Cette exposition, Les années folles de Coco Chanel, vient vraiment se situe dans le prolongement, dans la continuité d'un programme d'exposition que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien, mais peut-être pas les plus jeunes, hein, notamment les premières années du pavillon Bozio. Dans l'ADN du musée, du NMNM, il y a vraiment cette historique d'expositions qui sont liées au patrimoine et à l'histoire de Monaco, qui se sont succédées au fil des années et pour lesquelles nous avons toujours souhaité inviter des artistes vivants à porter leur regard sur un sujet, sur une époque, à travers voilà, des propositions qui sont évidemment à chaque fois différentes. Donc je pense par exemple dans le passé à Yinka Shonibare, qui est intervenue dans une très belle exposition il y a quelques années maintenant, Emmanuel, qui portait notamment sur les œuvres néoclassiques des frères Bozio, sur les maquettes de décors aussi. Je pense à Marc Dion, qui est intervenu à la fois au NMNM et au musée océanographique sur la question des cabinets de curiosité, et qui a lui-même construit des cabinets de curiosité au sein de l'exposition Océanomania. Nick Mouse, qui est un artiste avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises sur vraiment des artistes modernes, comme Christian Bérard ou Jean Cocteau, qui étaient des artistes qui faisaient partie de sa constellation, Latifa Eshach et bien d'autres. La proposition, l'invitation que j'ai faite à Chloé, je disais, elle se situe un peu dans cet héritage et en même temps, c'est une proposition probablement plus disruptive par rapport aux autres, parce que vous l'avez probablement compris si vous avez visité l'exposition, mais ça va être un peu le sujet de notre discussion ce soir. Le travail de Chloé ne vient pas s'inscrire en dialogue avec les créations, en tout cas pas en dialogue direct avec les créations de Gabrielle Chanel. Voilà, comme je le dis souvent dans des visites, c'est une expo de mode et d'art moderne, mais c'est surtout une exposition autour du corps féminin. Et le pourquoi de l'invitation à Chloé Royer, c'est vraiment que la pratique, on va dire le fil rouge de sa pratique, parce que vous allez voir qu'elle est très diversifiée, c'est vraiment cette question du corps féminin et de ses transformations. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai interrogé Chloé et qu'elle a su répondre à cette invitation vraiment sur cette question du corps, bien plus qu'un rapport à la mode ou justement aux années folles. Donc la proposition que tu as faite, Chloé, of Limbs and Other Things, est envisagée comme un contrepoint à l'exposition et rassemble une vingtaine d'œuvres, dont des productions sur lesquelles je pense on va mettre un peu l'accent dans cette discussion. Alors, pour quelques lignes de biographie, tu es née, Chloé, en 1989, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2015. Tu as aussi étudié à la School of the Art Institute à Chicago dans le cadre d'un échange d'un an. Tu as été lauréate du prix Farrar pour Nous survivrons, mais sans toucher, sans peau, une pièce dont on va parler tout à l'heure. Vous la traduisez? Ah oui. Oui, c'était en français. Pas grave. Tu la donneras en version originale. Non. C'est donc un ensemble de sculptures installées dans l'espace public en Allemagne. En 2022, tu as présenté Xenophora, une expo personnelle sur l'île de Spetses à la Axe Fondation en Grèce, réalisée pendant une résidence à Athènes. Et de septembre 2022 à juillet 2023, tu étais en résidence à la Fondation Fiminco, où aujourd'hui tu diriges l'atelier de volume et construction. Et en 2023, plusieurs de tes œuvres étaient exposées sur le parvis de la Villette, ainsi qu'à la Fondation Lafayette Anticipation. Et on ouvrira évidemment sur la suite, peut-être en conclusion de cet échange. Donc nous allons naviguer dans ta pratique, dans tes œuvres, mais aussi dans tes inspirations, en 4 temps, 4 mouvements qui ont tous trait au corps et qui permettront d'aborder des figures de la danse, du cinéma, de la littérature, qui sont, je pense, particulièrement importantes et qui t'ont nourri, y compris
dans le travail pour cette exposition. Donc nous parlerons de corps en mouvement, nous parlerons de corps fragmentés, de corps indociles et de corps en résonance. Ça, c'est le titre que tu m'as donné pour la fin. Alors, je voulais commencer par une pièce qui est dans l'exposition, qui n'est pas tout à fait représentative de la pratique de Chloé, puisque Chloé fait essentiellement de la sculpture et de la 3 dimensions, mais c'est un film qui s'appelle Limbe, et qu'on peut peut-être lancer si tu veux bien. Alors avant peut-être de te laisser présenter le film, nous raconter à la fois la matérialité de ce que l'on voit et aussi nous parler, je pense, du son. Peut-être juste dire que moi, c'est par ce film que j'ai connu ton travail. Je l'ai découvert à la Biennale d'Anglet de manière assez étonnante, il y a un peu plus d'un an. Et en fait, comme souvent dans le travail curatorial, j'ai pas tout à fait... j'ai mis du temps à saisir ce qui m'accrochait dans ce film. J'ai vu le film, j'ai ensuite regardé le portfolio de Chloé. Et c'est vraiment plusieurs semaines plus tard que j'ai immédiatement compris ce qui me travaillait. C'est-à-dire parce que j'étais complètement immergée dans cette recherche autour de Coco Chanel, de la mode, des textiles des années 20.
c'est qu'il y avait vraiment cette question du corps, de la danse, qui est très importante dans la vie de Chanel à ce moment-là, mais aussi d'un corps qui s'étire presque à l'infini, cette question du corps élastique et des matériaux, du nylon, du jersey, qui faisait en fait écho à toutes les recherches que j'étais en train de mener. Donc voilà, c'est par ce petit point-là, qui est, je disais à nouveau, assez atypique, ce film, hein, dans ta production, qu'on a commencé à discuter ensemble d'une collaboration, ce qui est assez étonnant en soi. Mais je te laisse peut-être nous en dire un peu plus sur ce qu'on vient de voir. Oui, c'est vraiment atypique parce que je suis pas du tout, je fais pas du tout de vidéo et j'appartiens pas du tout au monde de la danse. Mais Limb, en fait, à la base, c'est, mais d'ailleurs je te l'avais pas dit, mais à la base c'est en fait c'est une chorégraphie. C'est une performance qui a été écrite et petit à petit elle est devenue ce qu'elle est devenue, donc une vidéo. Et c'était à l'époque, c'était en 2023, j'étais en résidence pendant 1 an et j'ai voulu développer tout un corpus d'œuvres autour de la question du reflet de soi et de la représentation qu'on avait de nos corps. Et du coup, j'ai travaillé avec l'idée du miroir déformant, donc sous plusieurs formes, en sculpture, en vidéo et en photo. Et en fait, Limb est né comme ça, où tout simplement, en fait, j'avais envie de... Moi, c'est une vidéo, c'est certain, mais je le vois plus comme une étude pour des futures sculptures. Et donc, j'ai demandé à une amie à moi qui est danseuse, et chorégraphe d'ailleurs, et qui est couturière, de créer son propre costume, et on l'a dessiné ensemble. Et moi, j'avais envie d'un costume qui soit vraiment comme un juste au corps de poupée, de la couleur de sa peau, avec des divisions comme on pourrait avoir, comme les poupées ont, quoi. Et c'est Andreas Baron, qui est un réalisateur qui ne tourne qu'à la pellicule, qui a pris l'image. Et donc en fait, Rézi, elle était face à donc ce grand miroir déformant, et je lui ai simplement demandé de bouger à peine, et il se passait des choses assez incroyables. Et comme c'était à la pellicule, on ne pouvait pas du tout voir à moins de... on a découvert les images quand on a scanné la pellicule. Donc c'était aussi... c'est assez marrant parce qu'on a l'impression vraiment qu'on est face à une déformation 3D, alors que c'est quelque chose d'assez finalement artisanal, entre guillemets. Et donc Limb, ouais, c'est ça. Et le son était très important parce que j'avais envie, en fait, j'ai mis cette référence de Laurie Anderson, pas pourtant ce qu'elle raconte, parce que c'est une chanson, alors je ne sais pas si vous connaissez Laurie Anderson, mais cette chanson, en fait, parle de... ça parle de l'Amérique des années 80, c'est une chanson très violente qui parle donc de cette époque de l'Amérique. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette œuvre, c'est plus la manière dont elle a, en fait, de déformer la voix. C'est très électronique, hein, c'est quelque chose de... Mais... Je veux le On a un fan de la première heure. Moi, voilà. Peut-être dire, ouais, Laurie Anderson, c'est une artiste qui a, voilà, de la performance, des débuts de la performance, du son, de la musique, et qui s'intéresse tout particulièrement à cette question de la technologie, en fait. Complètement. Donc, en fait, je me fais plaisir à bien. J'arrête la vidéo. Et en fait, bon, cette chanson parle des figures d'autorité. Elle parle de plein de choses qui, moi, me touchent, mais c'est pas tant pour le symbole. C'est plus pour la manière, en fait, dont elle a, pour moi, utilisé sa propre voix pour, en fait, c'est une chanson très, pour moi, sculpturale, dans le sens où j'avais l'impression, en fait, qu'on était face à
à une matière et elle la coupait, elle la remplaçait. Enfin, il y avait quelque chose pour moi de très physique aussi. Alors peut-être aussi c'est le propos qui rend la chose encore plus physique, mais je sais pas. Et en fait, j'avais demandé donc à un artiste qui fait du son d'enregistrer sa voix et de la transformer, de la couper. Et on a travaillé comme ça, comme si finalement le son était vraiment une matière sculpturale. Donc bon, c'est peut-être la seule fois que je ferai un son, mais j'avais vraiment envie de travailler que le son réponde vraiment à la vidéo de cette manière-là. Et il y a un ensemble ici dans l'exposition de sculptures qui sont aussi associées à la vidéo. Je suis là pour ça. En fait, c'est une vidéo qui est une installation où en fait, donc on a 4 sièges. Et c'est des sièges que j'ai commencé à faire en 2021 et que je continue aujourd'hui. C'est des sièges en fait en métal et pour cette vidéo en fait j'ai repris le juste corps de Rézy et je l'ai emmailloté et donc on a aussi l'impression que finalement Rézy son corps se transpose dans ses mobiliers et donc voilà il y a comme une espèce de circuit, c'est circulaire. De circulation. De circulation, voilà. Entre l'image et le volume. Ouais. Tout à fait. Et j'ai aussi, avec certaines formes de la vidéo, repris les formes dans les sièges. Voilà. Alors peut-être qu'on peut passer à tout ce qui tombe et aux expositions. C'était au Parc de la Villette ? Alors, ouais. On parlait du coup, on se disait qu'on allait parler un peu de la danse. Et tout ce qui tombe, c'est vraiment les pièces pour moi qui sont le plus liées à la chorégraphie, ou en tout cas qui se rapprochent le plus de ça. Moi, la danse, j'ai découvert ça assez tard, en 2016, quand je vivais en Allemagne. Et à l'époque, j'étais allée voir une exposition au Martin Gropius-Bau, qui est un grand musée, et il y avait une rétrospective de Pina Bausch. C'est Pina Bausch, ouais. De Pina Bausch. Et je connaissais comme ça son travail, mais vraiment, c'était hyper bien fait. Et en fait, j'ai complètement découvert à quel point, surtout, la danse pouvait... alors bien sûr, c'est de la représentation, c'est chorégraphique, tout ça, mais la danse, ça parle aussi beaucoup de déséquilibre. Et je crois qu'à travers la danse, j'ai pu parler en fait de la question du déséquilibre, qui est pour moi une question très centrale dans mon travail, qui est l'équilibre, le manque d'équilibre, disons la précarité psychologique et aussi physique dans le travail. Et c'est pour ça que la danse en fait est quelque chose qui est très important, même s'il n'y a pas forcément de lien direct tout de suite. Dès que je sculpte en général, de toute façon, j'ai un rapport assez physique avec la matière, c'est-à-dire que j'ai très peu de dessins, je fais très très peu de dessins. Et j'engage tout de suite mon corps dans le travail. Et en fait, il se passe un truc, c'est presque même... c'est peut-être comme une danse, quoi. C'est qu'il y a quelque chose, un aller-retour en permanence qui fait que les choses, elles se montent et bon, c'est comme ça. Et en fait, tout ce qui tombe, donc c'est des pièces que j'ai fait pour le Parc de la Villette. C'était une exposition. Et j'avais en fait envie, en tête, de créer des sculptures comme ça, qui seraient comme sur le point de tomber, comme une chorégraphie un peu figée. Et comme c'était... le Parc de la Villette, c'est un endroit spécifique dans Paris. C'est un endroit qui reste ouvert jour et nuit. Il y a beaucoup d'enfants. Donc j'avais aussi envie de créer quelque chose qui pouvait vraiment interagir le plus rapidement possible avec les visiteuristes. Et donc j'ai eu l'idée en fait de créer des sculptures en miroir. Donc c'est de l'aluminium mais poli de façon à ce qu'elles sont tellement polies que ça devient du miroir. Et en fait, il y a la question en fait du coup du miroir déformant. C'était en 2023 aussi, et c'est ces sculptures-là en fait qui parlent qui sont des miroirs déformants. Donc on regarde des corps qui nous semblent tout à fait étrangers, et finalement
eux-mêmes, ces corps nous renvoient une image de nous, enfin une représentation de nous-mêmes qui n'est pas forcément celle qu'on se fait. Et puis même en général, exposer dehors, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir aussi à la lumière d'une autre manière, au temps. Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on n'a pas à se poser quand on est en intérieur. Et c'était assez cool. Et donc il y a toujours aussi, dans ces pièces en tout cas, l'idée que c'est deux corps qui sont ensemble et l'un va donner le positionnement pour que l'autre reste debout. Bon, là on a l'impression que c'est un bras, donc c'est des choses arrêtées, mais ça sert aussi un peu de balance, quoi, de pivot. Et on va le voir, presque chaque projet, enfin arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que chacun de tes projets implique aussi un matériau spécifique. Oui. Et que c'est quelque chose vraiment qui caractérise ton travail et que tu vas aller... voilà, cette production-là, c'est de l'aluminium, hein, tu disais. Oui. Et pour la Villa Paloma, par exemple, pour les productions, je crois que les images qui viennent après, tu t'es engagé vraiment vers un travail qui est un peu dans la continuité, mais là aussi avec une approche de matériaux complètement nouvelle. Ouais. Donc là, c'est des pièces qui ont aussi trait à la danse, mais celles-ci sont en argile, en bronze et en alu. Ouais, en argile, c'est vrai. Oui, c'est de la céramique, c'est de l'argile. Ces pièces-là, en fait, à chaque fois que je débute une production, alors je ne le fais pas forcément exprès, mais je pense que j'aime bien, à la manière vraiment d'un enfant, m'amuser et toucher la matière. Et je crois que ça me plaît aussi pas mal le travestissement de la matière, donc trouver une manière d'amener la matière ailleurs. Et aussi, je crois que les surfaces, la manière dont elles sont traitées, sont très importantes pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, pour être honnête, sur ces pièces-là, parce que je ne savais pas. En fait, ça, c'est du bronze. Et la patine, je n'avais jamais fait de bronze j'avais jamais fait de bronze. Et en fait, le travail de patine est très compliqué. Donc, ce qui est en bronze, peut-être on peut le préciser, ce sont les 4 jambes là en premier plan. Il y a la plus claire qui est en alu. Absolument. Et au fond, c'est le cintre, la forme vraiment supérieure qui est accrochée, et le chausson. Alors peut-être qu'on peut s'y arrêter. Je crois que tu as peut-être des photos un peu en plus... Voilà. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter sur celle-ci parce qu'on était sur l'idée de la danse. Ouais. Je crois que c'est un dialogue très fin et très subtil que tu as su créer avec l'exposition en répondant aussi à cette commande. Ouais, bien sûr. Avec toute cette question de la danse et des ballets russes qui occupent un étage ici dans l'exposition. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ici, à la fois le collier de perles d'un côté, oui, c'est assez marrant parce que l'an dernier, en fait, j'ai voulu faire une sculpture dont les jambes seraient uniquement ornées de perles. Donc j'en ai fait énormément et finalement, à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas les mettre. Donc je me suis retrouvée avec vraiment beaucoup de perles et il y a eu cette invitation de Célia et en fait ça a trouvé complètement sa place dans cette exposition. Donc ça fait longtemps, puis avec Xenophora aussi je travaillais déjà avec l'idée de l'ornementation, du collier. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attire là-dedans, mais en tout cas ça me plaît. Je pense que l'idée aussi d'avoir de travailler des volumes très grands, j'en sais rien, mais plus grands, et tout d'un coup de revenir sur des choses hyper méticuleuses et plus petites, et même de m'attarder sur chaque perle. En fait, chaque perle, elle est glazée, elle est émaillée. Elle est émaillée. Donc en fait, c'est aussi différente. Enfin, il y a Chloé, elle a un travail. Peut-être qu'on le dira aussi. Au début, tu as été peintre dans une autre vie. Ouais, au Beaux-Arts, en fait, j'étais en peinture. À la base, j'étais dans un atelier de peinture et en fait, ça a été vite frustrant pour moi parce que, après, je pense que l'atelier était assez classique et je suis sûre qu'il
il y a 1 milliard d'autres manières d'aborder la peinture, mais c'est vrai que le côté en fait pinceau, pour moi c'était compliqué. Et en fait j'ai été faire mon échange aux États-Unis et là j'ai été très influencée en fait par l'atelier de mold making là-bas. Et en fait c'est par les matériaux composites, donc le silicone, tout ça, qui d'ailleurs est un matériel qui se rapproche vachement de la peau, que je suis rentrée dans la sculpture et dans la matière. Et en fait, la couleur, même si elle n'est pas forcément ultra... Enfin, elle n'est pas forcément... de prime abord, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Elle reste néanmoins quelque chose qui me prend beaucoup de temps dans mes recherches. Et j'ai beaucoup à chaque production, bon, c'est assez particulier, mais j'ai énormément j'ai besoin vraiment de faire beaucoup de recherches, donc des recherches de texture, des recherches de couleurs, donc c'est toujours à chaque fois des classeurs de recherche. Pour donc cette pièce, ça m'a amusée, c'est vrai, par rapport à l'exposition, de revenir sur la forme du cintre, qui est aussi une forme finalement assez osseuse. Et on peut la retrouver même sur nos clavicules, tout ça. Donc j'aimais bien donner une espèce de silhouette comme ça à cette sculpture et avec juste quelques informations qu'on comprenne, je ne sais pas s'il s'agit d'un corps, mais en tout cas d'un rappel d'équilibre ou de danse ou de quelque chose d'assez... je sais pas trop, ouais. Et tu parlais tout à l'heure du rapport de ton corps, en fait, aux œuvres que tu crées, qui est aussi le rapport au corps des visiteurs. Et là, je voudrais peut-être te proposer de passer au film que tu nous suggérais, sur justement cette perception du corps et du langage, en fait, du corps comme langage. Je l'ai là, pardon. Alors je le mets, tu m'as dit c'était à combien? Un peu autour de... avant 3 minutes, ouais, bah, tu peux le lancer. Là? Oui. Ok. En plein écran, si tu peux le mettre. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, reacting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels. Alors, est-ce que tu peux nous parler, donc c'est pas une vidéo d'une artiste, hein, mais tu peux peut-être nous parler d'Amanda Baggs et de la manière dont tu as connu ce film, ce que ça dit pour toi? Alors Amanda Baggs, c'est une activiste américaine, autiste, qui est morte en 2021. Et en fait, dans cette vidéo,
Elle explique, bon, comme vous avez pu le voir, elle, sa relation et sa relation au monde et la manière dont elle communique avec les choses. Et moi, alors j'ai découvert cette vidéo par un ouvrage qui s'appelle Art Freak, une théorie, non, Art Queer, une théorie freaks. De Renate Lorenz. De Renate Lorenz. Une artiste qui est aussi dans la collection, qu'on avait montrée dans l'Expo Tremblement notamment. Et c'est Renate Lorenz et c'est Pauline Boudry aussi, non? Non. Alors, ses œuvres, oui, le livre est de Renate Lorenz. Je pensais que c'était Pauline Boudry aussi, c'est marrant. Mais dans le livre, elle revient sur des œuvres effectivement qu'elles ont faites en collaboration ensemble. C'est fou, j'étais sûre que c'était les deux qui avaient signé. Et en fait, donc c'est un livre que je vous recommande fortement. Qui est très riche et du coup moi ça m'a vachement touchée cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont résonné en moi et c'est vrai que mon rapport je pense que moi j'ai pas mal de handicaps qui sont invisibles mais il n'empêche que c'est des handicaps qui au quotidien en fait affectent, enfin pas affectent mais qui disons enfin, je ne sais pas comment les autres sont, mais ma manière d'interagir avec le monde, elle est pas si loin finalement de choses comme ça. C'est des dialogues qui sont pas avec. C'est pas des dialogues de paroles, c'est pas des dialogues de gens valides, mais c'est une manière très différente de voir les choses. Et je retrouve cette manière-là vachement dans mon atelier. Mon atelier, le rapport, il est vraiment presque pareil. Et même quand je suis dehors, il y a plein de choses, en fait, il y a plein d'intelligences autour de moi que j'arrive à récupérer et j'espère arriver à les transposer dans le travail, quoi. Voilà. C'est l'idée d'une pensée en mouvement et d'un corps pensé, en fait. Complètement, qui a son propre langage. Et qui a son autonomie. On peut peut-être évoquer, à travers ces photos, ces vues d'exposition, l'œuvre qui est pour le coup en premier plan, Playthings, et qui là nous parle vraiment d'un autre de tes thèmes de prédilection, qui est celui que j'ai appelé le corps fragment, mais peut-être de la poupée ou du pantin, qui est vraiment aussi un fil rouge un peu dans ton travail. Alors oui, complètement. Je ne sais pas pourquoi c'est vrai que la poupée, le pantin, enfin bon, c'est très organique, mais c'est toujours quelque chose qui me plaît toujours, mais de moins en moins d'ailleurs, parce que je le remplace par d'autres choses. Mais c'est vrai que cette pièce, elle évoque en fait en même temps comme un ballet ou une danse synchronisée. Et en même temps, elle m'évoque aussi des pétales ou une étoile de mer. Donc j'aime bien aussi créer des sculptures où les symboles se mélangent ou se retrouvent, se superposent. Ce sont des moulages à la base, tu peux nous dire? C'est quoi? T'as vraiment moulé? Ah oui, alors en fait, j'ai pris des blocs de mousse en fait et j'ai créé les jambes et je les ai fait mouler et tirer donc en bronze. Il y a une qui est en aluminium et le reste c'est des sculptures en bronze. Et voilà. Et donc, quand tu l'as préparée, cette œuvre-là, on a souvent parlé de la poupée de belle-mère. Oui. Qui est vraiment un de tes fétiches, un peu du mouvement surréaliste aussi. Ouais. Ça fait partie des images qu'on retrouve dans plusieurs de tes œuvres. Ouais, c'est un mouvement qui je trouve qu'il cesse de m'inspirer. Il y a un nombre incalculable de propositions. C'est très libre et c'est vrai que le mouvement surréaliste, moi, ça reste un de mes mouvements préférés. Et je trouve que la liberté qu'ils ont eue avec l'image, la représentation du corps, qui a bien sûr heureusement évolué depuis, mais voilà, il y a toute une manière, je trouve, de traiter le sujet du corps dans le mouvement surréaliste qui me plaît beaucoup. Et Belle-Mère, il reste quand même une référence pour moi importante. Même si, bon, c'est pas le seul, bien sûr, mais ouais.
Alors ensuite, on va voir. Voilà, là on voit peut-être en plus gros plan ce travail de couleurs et des émaillages de la céramique que tu as réalisé pour toute cette production, pour les 3 sculptures en fait, avec les perles de couleurs différentes. Au 3e plan, on voit Poised Axis. Peut-être tu peux nous en parler. Alors, Poised Axis, c'est une pièce en fait qui est comme des cintres en fait qui se multiplient et qui devient en fait une colonne vertébrale. Et encore une fois, l'idée en fait de deux symboles en fait qui se rencontrent moi je vois aussi une feuille, donc c'est assez ça peut être plein de choses, mais il y a effectivement l'idée du maintien, des clavicules, du positionnement. Et il y a, comme dans les assises de la vidéo room de Lim, il y a cette action d'emmailloter, d'emmailloter qu'on retrouve beaucoup. Et de penser comme si c'était aussi des bandages, quoi. Bon, après, je ne sais pas coudre, donc c'est aussi la manière la plus simple pour moi de faire les choses. Mais c'est vrai que c'est un geste que je fais beaucoup finalement, avec plusieurs de mes pièces et plusieurs productions différentes. C'est vrai que le bandage revient. Le bandage, la réparation, ce qui permet aussi de tenir les choses ensemble. Peut-être on peut passer à cet ensemble dont on présente une partie dans l'exposition, puisqu'on a sélectionné 9 éléments, 9 totems. Je crois qu'il y en a 25. 24, 24 que tu avais créé, donc c'était en 2022 ou 2023, qui étaient présentés sous la forme d'une forêt, un peu de jambes, et à partir d'objets trouvés. Alors c'est une série assez particulière pour moi parce qu'en fait c'est une amie très chère dont la grand-mère en fait est designeuse de mode. Et elle est historienne, elle est curatrice. Et en fait, elle a ouvert à Paris un project space, et en fait, qui était une des boutiques de sa grand-mère. Et en fait, dans le sous-sol, elle retrouve des dizaines et des dizaines de cartons contenant des centaines et des centaines de prototypes de chaussures. Et elle me les a tous donnés en me disant, bon, écoute, t'en feras quelque chose, je le sais. Et au début, j'avais pour idée de présenter vraiment ces prototypes de cette manière-là, à créer des assemblages qui ne sont pas censés être ensemble. Et en fait, petit à petit, ces prototypes sont vraiment devenus des socles, et des socles ont jailli des jambes qui s'apparentent aussi à des béquilles. Qui s'apparentent aussi, qui sont comme des soutiens en même temps. C'est parfois très totémique. On retrouve aussi parfois des corps, ça pourrait presque être des corps de poupées, mais il y a ce côté de sculptures aussi qui sont assez fragiles, qui sont assez... c'est-à-dire que les cannes, elles ont des sortes de bandages, elles ont elles-mêmes besoin d'être soutenues, d'être réparées. Donc, il y a la question du soin et de l'emmaillotage, mais ici plutôt de la réparation avec des liens en silicone, là aussi, que tu as teinté toi-même. Donc on est toujours dans ce détail de couleur qui est très présent dans ta pratique d'atelier. Et puis il y a des formes évidemment aussi surréalistes dans cette, c'est vrai. Dans cette série-là. On pense à Dali, à ses os béquilles, pardon. On me l'a beaucoup dit. On m'a beaucoup dit que c'était très surréaliste. J'ai pas du tout vu ça moi, mais bon, et en fait les liens en silicone, c'est en fait, le silicone, donc c'est vraiment mon entrée dans le monde du volume. Et j'ai gardé tous mes pots de peinture des Beaux-Arts. Et en fait, le silicone étant de l'huile et la peinture à l'huile, de fait c'est de l'huile, en fait ça adhère. Et ça, c'était une vraie découverte. Et du coup, j'ai énormément en fait de recherches sur l'opacité. Bon, je vous passe les détails, mais c'est vrai que pour moi, c'est des détails qui sont très importants. Donc j'ai
beaucoup de recherches sur les transparences, sur la peau, sur les couleurs. Donc chaque ceinture, elle est vraiment... Et dans une pièce, une série que tu avais faite un peu avant, qui était réalisée aussi en silicone, des silicones en suspension. Ah, oui. Je crois que ça doit venir. Alors ça, doit être un petit peu après. Alors ça, c'est ouais. Voilà. C'est Leftover. C'est un ensemble de sculptures que j'ai faites en 2019. Moi, je fais pas de la sculpture depuis si longtemps que ça, en vrai. J'ai commencé en 2019, plus ou moins. Donc, bon, c'est il y a longtemps et c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, c'est par le silicone que je suis rentrée dans la sculpture. Donc Leftover, c'est une série, comme son nom l'indique, de restes. Et c'est pour moi comme des sortes de peaux qui sécheraient, de forme comme ça un peu fantomatique. De peau ou de tissu aussi, ça rappelle ton utilisation du nylon, de choses un peu transparentes, flexibles. Et là, il y a eu aussi beaucoup, alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de recherches sur les couleurs. Et je voulais quelque chose d'assez transparent. En fait, on ne voit pas, mais c'est vrai que si on passe la main derrière, on a vraiment, la transparence. Voilà. Et là, on arrive justement sur un autre ensemble d'œuvres. Alors là, on est sur les corps indociles et un projet d'art public que tu as fait en Allemagne. Ça, c'est des pièces que j'ai faites en 2021, donc qui s'appellent We Will Survive But Without Skin, Without Touch. Et en fait, à l'époque... j'ai emprunté cette phrase à Paul B. Preciado, qui est un auteur. Et j'avais lu un article quand on était confinés dans Art Forum, où en fait, il parlait du confinement et il a dit cette phrase que j'ai trouvée qui m'a beaucoup plu, quoi. Et quand j'ai été invitée à faire, pas invitée, quand j'ai eu ce projet, j'ai voulu faire des sortes de corps comme ça. En fait, c'était à côté d'un arrêt de bus. On ne voit pas, mais c'est un petit parc et à côté, il y a un arrêt de bus. Et je voulais faire des espèces de sculptures qui sont comme des bancs. Et en fait, si tu retires une des parties d'une des sculptures, en fait, l'autre tombe. Donc, c'était vraiment sur la question du maintien, du support et de comment, en fait, on pouvait reconnecter les corps ensemble. Puisque 2021, c'était vraiment post-Covid. Voilà. Et toujours cette recherche aussi de contact avec le visiteur ou l'usager. Ouais. Il y a eu beaucoup ça au début dans mon travail. J'ai toujours essayé d'établir, parce que mon rapport aussi au monde, il est très... moi, je me suis fait virer un nombre de fois des musées parce que j'ai besoin de comprendre. En fait, j'ai du mal à comprendre les choses si je les touche pas. Et du coup, c'est vrai que le rapport au toucher était très important et à ce que les visiteuristes puissent toucher les œuvres. Il est moins maintenant. Je pense que mes sujets sont plus autour de la représentation du corps et tout, mais c'est vrai que pour le contact, ça parle surtout de soutien et de tout ça, ouais. Et tes œuvres ici ont été beaucoup touchées. Oui. On peut en témoigner, elles bougeaient quotidiennement. Mais c'est très bien. Je pense qu'il y a aussi un appel à ça, inconsciemment. Ouais. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un truc assez magique aussi dans l'art en général, mais moi je vais parler pour la sculpture, mais c'est que quand on fait une œuvre, il y a vraiment cette intention qu'on met dans l'atelier et la manière dont on va vivre tout le long de la création avec la pièce, qui est un corps, et en fait la vie indépendante qu'elle a après. Je trouve ça fascinant, moi, la manière dont elle va arriver à communiquer aussi avec les gens après. Et c'est vrai que c'est ce qu'on y met, pour moi, c'est aussi ce qu'on lui donne, quoi.
puis elle va donner ensuite. Regarde. On peut peut-être parler et éventuellement finir, je ne sais plus, sur les slides. Ah bah oui, on y arrive, hein, à la série des Xenophora, de O, et justement une production sur laquelle tu es en train de travailler. Peut-être Alors, je reviens juste sur Paul B. Preciado, parce que c'est un auteur qui a été assez important à un moment. Et en fait, il y a un livre qui s'appelle Un appartement sur Uranus, qui est un recueil en fait de ses chroniques qu'il a écrit de 2013 à 2018, il me semble, pour un quotidien espagnol. Et en fait, donc là, il parle de plein de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, déjà, il va parler, parce qu'à la base, c'est Béatrice Preciado, et en fait, il va expliquer déjà tout au long du livre. On a des époques différentes, donc il parle de sa transition, de son rapport aussi aux animaux et la manière dont il a, lui, d'interagir avec la nature en intégrant vraiment les êtres vulnérables, tout ça. Moi, ça m'a énormément, ça m'a beaucoup touchée. Et il a surtout beaucoup parlé de Athènes, qui est un lieu ultra chargé symboliquement. Et c'est grâce à lui, je crois, que j'ai vraiment eu envie de découvrir cette ville. Et très bizarrement, quelques mois après, j'ai été invitée à passer plusieurs mois à Athènes en résidence pour une exposition. Et donc moi, je me suis intéressée à un coquillage en arrivant à Athènes qui s'appelle Xenophora. Mais d'ailleurs, c'est dommage que je ne monte pas une image de Xenophora. Xenophora, en fait, c'est un coquillage qui a l'habilité, la capacité, en fait, d'intégrer dans sa coquille, en fait, des corps étrangers. Donc, au long de son existence, ce coquillage qui a une enveloppe qui, je ne connais pas scientifiquement comment elle est faite, mais il y a une forme de ciment qui fait que il va prendre dans sa coquille des êtres. Des corps étrangers, donc ça peut être des coquilles inhabitées, mais ça peut être, comme vous voyez là au-dessus, des objets que les humains auraient abandonnés au fond de l'eau. Et en fait, symboliquement, moi je trouve ça incroyable ce coquillage et la manière en fait dont le fait de faire corps et de vivre parmi l'étranger, pour moi c'est toute une recherche Xenophora. Et ça l'est encore. Et du coup, j'ai travaillé... Tu voulais dire quelque chose ? Non. J'ai fait ces sculptures cette exposition s'appelle Xenophora. Et en fait, c'est des sculptures... je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est une jarre. Enfin, je ne sais pas ce que c'est réellement, mais c'est des corps que j'ai ornementés de bijoux. Et en fait, au fur et à mesure de mes pérégrinations dans Athènes, en fait, j'ai ramassé des objets. Ça peut être aussi des fleurs. Enfin, je fais souvent ça. J'ai toujours un sac plastique dans mon sac pour ramasser en fait des trucs qui m'inspirent. Et à Athènes, je l'ai évidemment fait. Et en fait, du coup, j'ai intégré dans les sculptures tout un tas de petites choses que j'ai trouvées à Athènes. Et en fait, j'ai ornementé les sculptures de bijoux. Et ça, c'est une autre pièce qui était comme un sorte de coquillage. En même temps, il y a évidemment le mythe de Médée avec ses faux ongles. C'était la rencontre entre beaucoup de... Non, pardon. Private joke. Donc voilà, donc ça c'est Xenophora. Et ensuite on a ici, bah oui, parce qu'en fait le végétal m'intéresse de plus en plus, et par aussi, je pense, la représentation assez vulnérable, la représentation
me plaît, les végétaux me plaisent, mais aussi le rapport de la nature vulnérable. Bon, c'est en cours, hein, je ne sais pas trop comment articuler cette pensée pour le moment, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est une série qui porte le nom d'un ouvrage de Monique Wittig. Non, c'est une série de sculptures. Monique Wittig a écrit un ouvrage qui s'appelle Les guerrières. Et en fait, dans ce livre, il y a des moments où elle va citer des noms de femmes, de guerrières. Et en fait, le titre de ces pièces sont empruntés de certains noms qu'elle a donnés. Donc, elle s'appelle Osmonde, Domna, Osmonde et Etmel. Et donc là, pareil, on est face à des corps qui sont comme des méduses, mais en même temps, c'est des amphores. Ouais, voilà. C'est un monde de femmes, d'une société de femmes qui s'est constituée. Ah oui, les guerrières, ouais, c'est une société. Les guerrières, parce que c'est un livre qui compte pour toi. Oui, oui, c'est un livre, c'est l'un des livres les plus importants dans les réflexions féministes, ouais. Merci. Je crois qu'on est dans les temps. Est-ce que tu veux nous montrer? Oui, là, c'est peut-être aussi issu de Xenophora. C'est un peu ce sur quoi tu travailles en ce moment. Alors, ouais, les prochaines pièces. Alors, ça, c'est des sculptures que j'ai faites l'an dernier à Athènes encore. Et pour le coup, même si ça part à la base, formellement, ça part de Xenophora, j'ai beaucoup plus été inspirée par les guerrières aussi, et c'est pour ça que je les ai appelées O. C'est des sculptures qui portent donc juste le nom de la lettre O. Et pareil, ça vient de ce livre. Donc là, on a vraiment l'équilibre très instable, parce que tu me disais que la mise en œuvre était extrêmement complexe, parce que chaque élément repose sur un autre avec ce système de béquilles, et que ça rend vraiment l'équilibre très précaire. Et on retrouve beaucoup de choses dont on a parlé, hein, le bandage, cette question du soin, mais aussi, on ne l'a pas tellement dit, mais ça ressort, je pense, de toute la présentation, l'attention aux accessoires du féminin. Oui, c'est vrai. Ça, alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, encore une fois, on fait les choses, mais je ne sais pas trop pourquoi certains artifices qu'on attribue au féminin me plaisent autant. Mais par exemple, c'est des couronnes de faux ongles. En fait, c'est des ongles. Donc, je vais m'attacher à peindre chaque ongle. Donc, c'est des boîtes donc transparentes. Et donc, il y a toute une recherche aussi chromatique autour de ça. Mais c'est vrai que les ongles, pour moi, dans mon imaginaire, ça représente même tout un truc. Les femmes, elles vont dans les salons. Il y a certaines femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller voir... qui n'ont pas la possibilité d'être dans le soin, donc d'aller voir un psy ou quand ça va pas ou machin, et en fait elles vont dans des salons et elles se parlent entre elles, et donc c'est aussi des endroits de soins entre les femmes, donc je pense que c'est ça aussi qui me plaît à travers les ongles. Il y a ça, il y a aussi l'équilibre dans cette sculpture, elle est très 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 compliquée, parce qu'en fait c'est des pièces qui ne sont pas du tout attachées, donc vraiment très formellement là l'équilibre il est ultra travaillé, et c'est très éprouvant. D'ailleurs, je suis en train de les refaire actuellement pour différents projets. Et en fait, il y a vraiment là l'idée de la danse avec la sculpture, parce que si vous voulez, aucune les prochaines ne seront pas comme ça, mais aucune des jambes en fait n'est attachée à la tête. Donc il faut vraiment sentir quand la pièce va tenir. Et comme évidemment je veux rajouter plusieurs jambes, c'est assez compliqué en fait, parce que si une jambe bouge, l'autre va se casser la gueule. Donc en fait, on est en permanence en train de chercher l'équilibre de la sculpture. Et c'est en même temps une pièce que j'adore, mais que je déteste produire.
Voilà. Et tu m'as dit tout à l'heure, juste pour la petite histoire, vous en êtes à 13 000 ongles peints. Oui, pour je suis très fière. Voilà. Non, c'est un non, peu mais fou. Pour dire la minutie du travail de Chloé, dont on se rend peut-être pas toujours compte quand on voit les photos, mais voilà, c'est un travail assez titanesque. Mais je te remercie beaucoup, Chloé. Je crois qu'on a fait le tour des diapos prévus, et puis on avait très envie de réserver un temps d'échange et de dialogue avec vous. Donc voilà, s'il y a des questions, ou peut-être revenir sur certaines des œuvres que Chloé a présentées, c'est à vous. Alors peut-être que j'ai pas tout à compris, mais on dirait, vous avez parlé du rapport entre Médée et les faux ongles, c'est ça? Oui, c'est l'image. En fait, non, c'est pas les faux ongles, c'était à la base, en fait, bon, encore une fois, dans des symboles, mais la couronne, en fait, comment on appelle ça, les serpents. Au début, en fait, avec Xénophora. Comment? La méduse? Oui, de la méduse. Et en fait, de cette couronne de serpent à la base avec Xénophora, c'est ça qui m'a inspirée. Et ensuite, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des faux ongles et à transposer cette idée du serpent avec les faux ongles et dans mes propres mythologies. Et la question en fait des métamorphoses antiques, je pense que le fait d'être, comme tu disais, à Athènes aussi, c'est très lié à cette mythologie. Et à l'archéologie aussi, en fait. Ouais, bah, celle-ci, on m'a beaucoup dit que ça faisait très fouille. Franck Ballange, tu vois ou pas? Bref, c'est un commissaire. Il a fait, à la base, il rêvait d'être archéologue. Et il est arrivé devant, il m'a dit, mais c'est vraiment de l'archéologie. Il y a ça, et puis je voyais aussi dans tes concrétions les perles que tu as ajoutées sur tes structures. On dirait presque des fouilles avec des fossiles. Ouais, il y a vraiment une dimension archéologique aussi, je trouve. Il y a de l'empreinte aussi, Bah, de la surface, il y a toujours... Celles d'après, elles sont réalisées comment, les déesses, enfin, ou les guerrières. Les guerrières, pardon. Ouais. C'est quoi le matériau que tu as utilisé? C'est du métal. Non, avant. C'est elle, les guerrières. Ah oui, c'est de la céramique. Uniquement. Non. Jamais uniquement. C'était horrible. Cette production, c'était vraiment terrible parce que c'est la première fois que je faisais de la céramique et en fait, j'avais pas du tout conscience de la fragilité de ce matériel. Et en fait, les pièces, on s'en rend pas vraiment compte là, mais c'est des tentacules qui sont très fines. En fait, les sculptures, elles font cette taille-là. On s'en rend pas compte non plus sur la photo, mais du coup, les tentacules sont très grandes, très fines et très déformées. Et une fois que ça sèche, parce que donc on doit les mettre dans le four, et je pense que j'en ai fait une 20aine. Et là, il y en a 7. Quelque chose comme ça. Ça se casse en permanence, et puis pour sécher, il fallait que je fasse des contreformes en mousse pour que ça garde l'idée de... Ça a été vraiment un casse-tête, cette prod. Mais c'était bien. Hein, mais donc, il n'y a pas que... Ça, il y a de la céramique. Et j'ai énormément d'échantillons de revêtements différents parce que, comme tu vois, il y a pas mal de choses différentes. Tu as du sable. Et cette pièce-là, elle est en résine. Les longues tentacules, celle-ci, elle est en résine. Avec, j'ai reproduit au niveau de la surface la même chose. Et pareil, tu vois, il n'y a aucun endroit où les pièces sont accrochées. Donc c'est toujours, en fait, si on enlève les tentacules du corps principal, il ne peut pas tenir. Donc c'est encore une fois sur cette question de l'équilibre. Là, d'ailleurs, il y a une tentacule en verre. J'avais fait une tentacule en verre soufflé. Mais pareil, celle-ci, elle est très, très... Elle est assez grande et elle est vraiment très fine. Et ça a été assez compliqué de ne pas la casser. Elles existent encore? Ouais. Elle ne sort plus de sa boîte. Mais du coup, c'est 3 boîtes différentes, puisque 3 morceaux distincts, quoi. D'autres questions? Non.
Est-ce que tu continues à peindre? Est-ce que je continue à peindre? Ouais. Non, mais je pense que je le fais à travers les pièces. Franchement, même, tu vois, cette pièce-là, j'ai vachement travaillé sur... bon, on voit pas vraiment bien, mais sur... Il y a pas mal de détails, en fait, qui font que, si tu veux, à travers les surfaces et la déformation de la surface et l'ajout de couleurs, en fait, il se passe des choses qui, pour moi, vraiment s'apparentent à la peinture. Mais c'est juste plus... c'est pas la même chose, mais j'ai le plaisir, en tout cas, je retrouve du plaisir que j'avais au début en peinture à faire ça, quoi, en sculpture. Donc, tu étais une peintre figurative ou abstraite? Très figuratif. C'était vraiment très figuratif, ouais. Ça veut dire quoi, très figuratif? Bah, c'était des corps nus avec de la peau. Mais c'est intéressant que tu en parles aussi. Je crois que c'était... Parce que je l'ai lu, je les ai pas vues, ces peintures, je crois que tu les montres pas. Non. Voilà, on a bien compris qu'on les verrait pas. Mais tu en parles dans un entretien que j'ai relu là récemment et tu faisais le lien avec alors une figure qu'on n'a pas citée dans le déroulé mais qui est importante pour toi, c'était Fellini. Oh oui, c'est vrai. Ouais. Fellini, il a été super important à l'adolescence parce que, pareil, je pense, ces corps hors normes, ce côté très libre. Et en fait, Fellini, je trouvais ça marrant parce qu'il allait dans les villes et villages et lui, il faisait pas de casting. En fait, il était comme ça à une table et il attendait. Enfin, il y avait donc dans la casette locale. Tout le monde était au courant en fait que Fellini arrivait et cherchait des personnages. Parce que souvent dans les films de Fellini, bon, il y a un personnage principal, mais il y a plein de personnages, c'est tout un monde. Et en fait, les gens faisaient la queue et pour une verrue ou un truc un peu étonnant, hors norme sur le visage, paf, ça devenait la star du film. Et c'est vrai que Fellini m'a vachement inspirée et par la peinture. Donc en fait, moi, quand j'étais avant l'école, quand j'étais en prépa d'art, j'avais demandé, en fait, je faisais un peu comme Fellini, j'étais dans la rue et je demandais à des gens s'ils étaient d'accord pour que je les peigne. Donc ils allaient dans l'atelier de la prépa où j'étais et en fait, je faisais des portraits d'eux. Alors pas nus, mais je leur demandais si c'était possible pour eux d'enlever leur t-shirt et je prenais des photos et ensuite en fait je faisais des peintures à échelle 1 Et là aussi sur des corps assez ouais, hors normes des corps un peu qui me plaisaient moi quoi. Mais des représentations de corps différentes. Mais ça m'a vachement plu, j'ai adoré cette période. Mais oui, c'est bel et bien fini. On ne les verra pas. Merci Chloé. Je vous invite peut-être à lui poser d'autres questions en direct.